J'ai acheté tout de suite, hein. Je suis rentré, j'ai pris contact avec le notaire, j'ai bloqué l'appartement avec le propriétaire qui était un cuistot français. J'avais envie de quitter la France. Bon, moi je suis Marseillais, on est dans une région compliquée pour plein de raisons. La France c'est un pays compliqué, encore aujourd'hui de plus en plus, et j'allais dire de pire en pire. Ici je retrouve tout ce que j'ai en fait, tout ce que la France a perdu. Comme on reste quand même un étranger, c'est important de se connecter avec des bonnes personnes aux bons endroits. Tout souvent le réflexe des expats c'est de rester entre expats. C'est pas comme ça qu'on vit le mieux le pays. À la différence de la France, quand tu donnes un peu, ici ils te rendent beaucoup. Mais il faut les respecter. Quand ta mère, qui est la personne la plus importante de ta vie, elle te reconnaît plus, tu vois, c'est compliqué. Je pense que ma venue au Maroc a aidé à ce que je sois dans cette... parce que moi je suis plutôt sanguin, je suis plutôt nerveux. Et ici j'ai trouvé cette zen attitude. Salut les amoureux du Maroc, je suis parti à Marrakech retrouver Bernard Rodriguez. Il est entraîneur de foot professionnel, il partage son temps entre l'Arabie Saoudite et Marrakech. Donc on va découvrir son histoire, son parcours de vie, pourquoi il a décidé de s'installer à Marrakech. Et Allah, c'est parti. J'aime bien commencer par le début. Ta première fois au Maroc, est-ce que tu te rappelles? C'était où? Comment? C'était décembre 2018. Je suis venu pour la première fois ici. C'est mon ami José Anigo qui habite ici depuis quelques années, qui a une maison et qui m'a convaincu de venir au Maroc. J'étais dans une période un peu compliquée de ma vie, j'avais perdu ma mère, j'ai divorcé, donc des épreuves un peu de la vie. Et j'avais envie de quitter la France pour plein de raisons. Et donc je cherchais un endroit où aller et il m'a convaincu de venir ici. Donc je suis venu, la première fois je suis venu en décembre 2018, visiter quelques apparts. Et puis grâce à lui et un ami à lui, j'ai trouvé mon pied à terre. Marrakech alors? Ouais, ben, Marrakech parce qu'il y habitait, parce que je connaissais de réputation et je n'étais jamais venu. Et quand je suis arrivé, j'ai tout de suite senti une atmosphère qui me semblait adéquate à mes besoins. Donc en quelques jours, tu t'es décidé? Ah, je me suis décidé tout de suite parce qu'en fait, j'avais visité 3 appartements qui m'avaient pas trop plu. Et quand je suis rentré dans celui-là qui avait rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui, je me suis projeté tout de suite en me disant le quartier, l'endroit, on est en plein cœur de Guélis, sachant que bon, on peut témoigner, on n'entend pas un bruit. Et puis j'avais en tête comment je pouvais transformer ça. Donc c'est pour ça que ça s'est fait tout de suite. Je suis arrivé et 1 heure après, j'avais bloqué l'appart. Tu connaissais déjà le Maroc? T'étais déjà venu ou c'était... Non, c'était la première fois. Ah ouais. Et en fait, l'histoire elle est bizarre parce que quand j'étais joueur professionnel, j'ai joué à Brest de 83 à 85 et j'avais un ami marocain dans mon équipe et qui, à l'époque, il y a 40 ans, me disait il faut que tu viennes au Maroc, il faut que tu viennes au Maroc, tu vas voir, c'est exceptionnel. Et j'aurais dû suivre son conseil. Mais non, j'étais jamais venu avant. Et t'as pas eu peur de te décider trop vite? T'as acheté, t'as loué, comment ça s'est passé? Non, j'ai acheté tout de suite, hein. Je suis rentré, j'ai pris contact avec le notaire, j'ai bloqué l'appartement avec le propriétaire qui était un cuistot français. Mhm. Donc ça a facilité le truc. Non, je me suis décidé, moi je suis quelqu'un de très... quand je prends des décisions, il n'y a pas de retour en arrière. J'avais envie de quitter la France. Bon, moi je suis Marseillais, on est dans une région compliquée, pour plein de raisons. La France c'est un pays compliqué, encore aujourd'hui de plus en plus, et j'allais dire de pire en pire. Mhm. Et nous, on est d'une génération, on n'a pas connu tout ce qui se passe aujourd'hui. On n'a pas connu le racisme, on n'a pas connu tout ça. Moi, on était dans des quartiers, tout le monde était mélangé, on se partageait le morceau de chocolat ou le morceau de pain, et quelle que soit la nationalité. Et on était en sécurité. Le respect existait, on respectait les parents, on respectait la police. Mhm. Voilà, tout ce qui aujourd'hui en France est perdu. Et pour tout ça, et par rapport à mes problèmes familiaux, personnels, j'avais envie de déchirer le cahier français et de partir ailleurs. Voilà. C'est pour ça que j'ai atterri au Maroc. Et les grandes différences que t'as vues entre la vie au Maroc, la vie en France? Ben, pour tout ce que je dis, aujourd'hui, ici, je retrouve tout ce que j'ai, en fait, tout ce que la France a perdu. Nous, on est d'une génération, on a été élevé avec, je te le disais tout à l'heure, nous, c'est important de dire bonjour, merci, s'il te plaît. On a été élevé comme ça. Le respect. Voilà, le respect. Ouais. Voilà, le respect du maître à l'école, le respect de la police, le respect des parents, le respect... Nous, on a été élevés comme ça. Donc pour nous, c'est pour moi aujourd'hui qui voit la télé, c'est un choc de voir ce que je vois en France. Et j'ai mon fils qui est en France, j'ai ma cousine et mon cousin qui sont en France, j'ai des amis proches qui sont en France. Donc je suis au courant de ce qui se passe en France. Et c'est pour moi une catastrophe. C'est une catastrophe sur le plan social, c'est une catastrophe sur le plan économique parce que la vie devient de plus en plus chère. C'est une catastrophe sur le plan de la sécurité parce qu'on est en sécurité nulle part. Et c'est très compliqué. Et aujourd'hui, ici, je retrouve tout ça. Je retrouve une quiétude, je retrouve une tranquillité d'esprit.
mairie, je peux laisser la porte ouverte chez moi, il n'y a personne qui va rentrer, je peux laisser ma voiture ouverte, il n'y a personne qui va la voler. Quand la police elle fait signe, tout le monde s'arrête. Il y a des repères que j'avais perdus et que j'ai retrouvés grâce au Maroc. Et tes premiers instants au Maroc en tant que propriétaire, tu as des anecdotes, comment ça s'est passé au départ? On est parti dans les travaux tout de suite, donc on a fait 3 mois et demi de travaux, donc même si l'appartement il fait 80 mètres carrés, mais ça a été un gros chantier. Non, non, je me suis projeté tout de suite, on s'est projeté tout de suite avec ma femme. Non, non, ça a été très vite. Moi, je suis quelqu'un qui m'adapte très vite où je suis et qui a cette capacité à me poser quelque part et à tout de suite être dans mon élément. Donc, ça m'a posé zéro souci, quoi. Voilà, je me suis fait des connexions. Aujourd'hui, j'ai des vrais amis. J'ai un réseau autour de moi qui me permet, de quel que soit le domaine, de savoir qui je dois appeler ou à qui je peux faire confiance. Donc, ça, c'est. Non, non, j'ai pas de souci là-dessus. Tu peux nous parler justement de l'importance du réseau, d'avoir un bon réseau et des gens de confiance? Je pense que d'avoir un bon réseau, c'est important partout dans le monde, même en France. Bien sûr. Mais quand on va à l'étranger, comme on reste quand même à l'étranger, c'est important de se connecter avec des bonnes personnes aux bons endroits. Je t'apprends rien sur le plan administratif, ça peut être souvent compliqué. Donc si on a les bonnes entrées, c'est mieux, ça va plus vite. Pour la vie de tous les jours. Moi aujourd'hui, tous les travaux ont été faits par un artisan qui est devenu mon ami, qui s'appelle Hamid, qui est un mec fantastique et qui a fait un travail remarquable et qui est un vrai Marrakchi, qui est un berbère d'origine, mais qui est un Marrakchi depuis 50 ans, qui est un mec fabuleux, qui est comme mon frère. J'ai mon mécano, j'ai mes habitudes pour aller acheter mes légumes, j'ai mes habitudes au café. Voilà, donc c'est vrai de se constituer un réseau, et je pense qu'il faut élargir le truc, parce que souvent, le réflexe des expats, c'est de rester entre expats. Et je pense que c'est pas là, pour moi en tout cas, c'est pas comme ça qu'on vit le mieux le pays. Le pays, c'est de vivre avec les gens du pays, donc avec des locaux. Ouais. Voilà, donc moi j'ai beaucoup de potes marocains et je suis très 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 heureux des échanges qu'il y a, parce que c'est des gens authentiques. Voilà, c'est des gens authentiques ici. Il n'y a pas de voilà, à la différence de la France, quand tu donnes un peu, ici ils te rendent beaucoup, mais il faut les respecter. Parce qu'il y a aussi des gens qui viennent ici et qui se jouent un petit rôle parce qu'ils ont de l'argent ou parce qu'ils ont une certaine classe sociale. Et d'une, c'est mal perçu, et secondo, c'est pas la bonne voie à suivre. Voilà, je pense qu'il faut respecter ces gens. Moi, j'ai eu la chance de faire pas mal de pays par rapport à mon boulot, et le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est de respecter l'endroit où on est, la culture des gens et leur éducation. Voilà, donc à partir du moment où on fait ça partout, on est respecté, et ici je pense que voilà, c'est des gens qui sont exceptionnels sur le plan humain. Voilà, qui sont chaleureux, qui sont gentils, qui sont dévoués. Bon, après, il y a toujours pareil, il y a toujours des mauvais dans le tas, mais dans l'ensemble, c'est des gens fantastiques. Et tu as parlé des travaux que tu as dû faire. Il y en a certains qui ont peur de faire des travaux au Maroc, puisqu'il y a un acte que... Oui, toi, ça s'est bien là passé. aussi, il faut voir les bonnes personnes. Exact. Voilà, il faut voir les bonnes personnes. Donc, si vous voulez faire des travaux, voilà, je laisserai les coordonnées à ce grand monsieur qui fait la vidéo. Et voilà, là-dessus, vous n'avez aucun souci. Voilà, c'est des gens de confiance, c'est des gens compétents. Vous avez qu'à voir mon appartement, comment il est. Que ce soit plombier, menuisier, peintre, déco, voilà, tout ce qu'il vous faut. C'est vrai qu'il faut faire attention, parce que souvent, il y a des gens qui ont déchanté ici, je sais. Mais en tout cas, personnellement, voilà, c'est des garanties. Et tu m'as parlé un peu en off des prix, combien ça te coûte, les frais, tout ça, globalement. Écoute, moi j'ai acheté mon appartement dont je suis propriétaire. Donc je pense que c'est important pour les gens de savoir que s'ils peuvent, c'est bien d'acheter. Même si les loyers ne sont pas très élevés, mais malgré tout, tout dépend, pareil, le niveau de vie. Si c'est des retraités qui ont 1200 € par mois, s'ils mettent 500 ou 600 € dans le loyer, même si c'est pas très cher par rapport à la France, ça fait 50% de leur budget. Donc si vous pouvez acheter un appartement, bon, moi par exemple ici, j'ai là 2 frais fixes, j'ai l'eau et l'électricité. Donc l'eau, je paye en moyenne entre 3 et 4 € par mois. Je parle en euros. L'électricité, je paye dans les 40 € par mois. Il faut faire attention juillet-août, parce que comme il fait très chaud, si vous êtes ici, il faut mettre la clim. Donc ça va vous coûter, en fonction de la surface, ça va vous coûter 100 € par mois, pas plus, mais bon, 100 €. Et j'ai ma ligne de téléphone et j'ai la fibre, parce que je suis un fan de télé, moi, donc j'aime bien que les choses marchent bien. Et la fibre, ça coûte 50 € par mois, et ma ligne de téléphone, ça coûte 15 € l'abonnement. Voilà, Maroc Télécom. Donc en fait, si on fait le calcul moyen, c'est une histoire de 100, 110 € de charge. C'est rien.
Je paye 15 euros de... Je paye 200 euros de syndic par an, ça veut dire 15 euros par mois à peu près. Donc c'est peanuts. Voilà. Donc voilà. Après le reste c'est quoi? C'est pour manger, pour sortir. Et... Voilà. Donc c'est très très... C'est sûr que quand on compare au pouvoir d'achat qu'on peut avoir en France aujourd'hui, ça fait réfléchir. Et quand tu as acheté l'appartement, au niveau banque et tout ça, ça s'est bien passé? Ben là aussi, c'est assez exceptionnel ici, parce que tu achètes un truc, à partir du moment où l'argent est versé chez le notaire, 5 jours après, tu as les clés. Bon, c'est quand même un truc de fou. En France, il faut attendre 2 mois, 3 mois, les machins. Voilà, non, tu as ton acte de propriété. Là aussi, bon, moi j'ai acheté un appartement, donc ça pose moins de problèmes. Je sais qu'il faut faire attention avec les maisons, quand il y a la VNA, là, ce qu'ils appellent la VNA, où bon, on n'est pas en fait propriétaire, donc là il faut faire très attention. Mais sinon, non, ça va très très vite. Comment tu as géré l'aspect climat, chaleur pour Marrakech? C'est pas toujours facile ici l'été. C'est pas toujours facile, mais bon, moi je suis de Marseille, donc on n'est pas dans le froid. Ouais. Je pense que les conditions climatiques, elles ont augmenté partout aujourd'hui, donc il fait très très chaud partout. Mais l'avantage ici, c'est que c'est une chaleur sèche, c'est pas humide. Donc, c'est une bonne chaleur. Voilà, c'est au départ, c'est effectivement quand il fait 45, 46, 47. Bon, l'année passée, c'est monté à 49. Donc ça fait chaud, mais c'est sec. Voilà, donc il faut sortir tôt le matin, il faut sortir un peu le soir. Et puis après la journée, bon, si vous avez la chance d'avoir une piscine, et même si la piscine va rapidement chauffer, sinon il faut rester à la maison avec la clim, quoi. Mais bon, c'est 2 mois et demi dans l'année, hein. C'est pas non plus 2 mois, c'est pas non plus gravissime. L'avantage, c'est qu'on a le beau temps toute l'année. L'avantage, c'est qu'on peut être en t-shirt pratiquement toute l'année. Il y a eu des hivers, janvier, février, qui ont été un peu plus froids. Mais moi, il y a plein de fois où je me suis baigné en décembre. Donc, et c'est pour ça que Marrakech est recherché, parce qu'il y a un climat exceptionnel. Est-ce que tu as voyagé un peu dans le Maroc, d'autres villes, d'autres régions? Ouais, ben, j'ai travaillé à Mohamedia, à côté de Casa, donc je connais bien Casa. Autour de Mohamedia, je connais Bouznika, qui est un petit coin sympa, un petit port sympa. J'ai été à Agadir avec le foot, j'ai été à Essaouira, avec mon ami Hamid, j'ai visité les cascades d'Ouzoud. Je suis souvent à Ouergan parce qu'il a une maison là-bas de village. Voilà, donc bon, après avec mon métier, j'ai pas tout le temps, toujours le temps, mais il faut que je fasse le désert, il faut que je fasse pas mal de choses encore. J'ai fait un truc exceptionnel avec ma femme, je lui ai fait la surprise le 1er janvier, on a fait de la montgolfière au-dessus du désert. Wow. C'est juste majestueux, on a fait le lever de soleil et tout, c'est juste exceptionnel. Donc non, il y a 50 trucs à faire ici. Et ta femme, c'est bien plu au Maroc aussi, elle s'est adaptée comme toi? Ouais, ben ma femme, je l'ai rencontrée en Grèce en 2017 quand j'ai entraîné là-bas. Donc ma femme, elle est polyglotte, elle parle 5 langues. Donc elle parle français couramment, elle parle anglais, portugais, grec, espagnol. Donc elle s'est fondue immédiatement dans le moule, elle aime le soleil. Donc bon, c'est plutôt des arguments favorables à l'intégration. Voilà, c'est quelqu'un de très jovial et de très avenant, donc non, ça a été parfait. Puis il y a des points communs entre la Grèce et le Maroc aussi. Oui, parce que la Grèce, bon, moi j'ai vécu 2 ans, c'est un pays exceptionnel. Il y a des gens qui sont d'une gentillesse extrême et puis le pays est beau, quoi. Le seul truc qui me manque ici en tant qu'homme du Sud, c'est la mer. La mer, la Méditerranée. Donc c'est sûr que c'est un peu compliqué ici. Par contre, à la Grèce, là-dessus, c'est juste un rêve, quoi. C'est des endroits magiques, des plages magiques. Un pays fantastique. Tu as vécu dans combien de pays? Bon, la France, j'ai fait la Tunisie, j'ai fait la Grèce, j'ai fait le Maroc, j'ai fait la Mauritanie. Et là, je travaille depuis le mois d'octobre en Arabie Saoudite. Donc voilà, un petit peu d'expérience. Ok. Et tu penses pas t'installer là-bas, tu restes ici à Marrakech? Non, mais je suis là-bas pour le boulot. Ouais. Donc oui, je bosse là-bas. Hein. Donc j'ai ma maison. Voilà, je suis salarié de la Fédération saoudienne de football. Mais non, ma base, mon pied à terre, c'est au Maroc. J'ai ma carte de résident. Je suis résident marocain. Et non, il est hors de question que je quitte le Maroc. Il y a de plus en plus de Français et d'étrangers qui viennent s'installer au Maroc. Tu as des conseils à leur donner ou des choses qu'il faudrait faire attention? D'essayer de trouver des gens de confiance. Donc quand on ne connaît pas, c'est facile de dire ça, mais
ne pas se tromper sur le choix des gens qui vont leur vendre les maisons ou les appartes, même s'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, et je pense que notre ami Mehdi pourra aussi bien les conseiller. Sinon, quoi dire d'autre à part venez quoi. Venez, parce que vous allez avoir une qualité de vie, vous allez avoir des gens gentils, vous allez avoir des gens respectueux, vous allez avoir un pouvoir d'achat, vous allez avoir un climat. Alors après, c'est vrai que sauter le pas, c'est pas évident. Parce que tout quitter pour changer de pays, en fonction des familles, est-ce qu'il y a des enfants, sachant qu'ici, bon, il y a quand même toutes les écoles françaises qu'il faut. C'est pas évident d'avoir la mentalité d'eux. Mais si vous hésitez, moi franchement, je vous conseille de tenter l'aventure parce que c'est vraiment une belle aventure. Et c'est quoi le bon état d'esprit pour s'adapter au Maroc, aux Marocains? Ce qu'il faut. Juste de les respecter, c'est tout, de les respecter. Et si vous les respectez et que vous êtes gentil avec eux, vous allez recevoir 10 fois plus que ce que vous leur donnez. Voilà, c'est tout. C'est une règle de base, ça. Mais je pense que c'est valable pour tous les pays. Moi, j'ai été élevé comme ça, mais je trouve que quand on va quelque part, la première des choses à faire, c'est de s'adapter au pays où on est. Et pas de vouloir, voilà, faire d'autres choses. Donc, en France, c'est ce qui a un peu été versé. Voilà. En France, les étrangers aujourd'hui veulent imposer leur loi, alors qu'ils sont en France et qui bénéficient de beaucoup d'avantages. Ici, on est français, on reste français. On respecte le Maroc, on respecte les Marocains, et à partir de là, tout se passe bien. Comment ton entourage a vécu que tu viennes t'installer au Maroc? Ça a été bien accepté? Ouais, ben tu sais, aujourd'hui, si tu te rappelles ce que je te dis, moi, mon cercle proche, il est très limité. Hein. Donc, et puis moi, quand je prends des décisions, je ne m'occupe pas de ce que les gens y pensent. Voilà. Je m'occupe de ce que moi je pense, et je ne m'occupe pas de ce que les gens pensent. Donc moi je pensais qu'il fallait que je fasse ça. Autour de moi ça a été plutôt bien perçu. Mais et puis aujourd'hui, bon, voilà, ils sont tous contents de me voir heureux, épanoui et d'avoir un bel appartement, d'être dans un bel endroit et d'avoir une qualité de vie extraordinaire. Donc aujourd'hui ils sont presque pas jaloux, c'est pas le mot, mais voilà. Ils sont venus te voir ici? Ouais, bah, mon fils il vient souvent. Moi j'ai ma cousine et mon cousin, ils ne sont pas encore venus, mais je pense qu'ils vont pas tarder. Et puis j'ai des amis qui vont venir aussi. Après il faut caler. Bon, l'histoire du Covid elle a quand même pris beaucoup de temps. Puis il faut caler avec les emplois du temps de chacun, tu vois. Voilà. Donc j'ai mon meilleur ami Bruno Michelangeli qui est venu très souvent, qui est venu à Mohamedia, qui est venu ici à Marrakech. Donc non, la porte est ouverte pour les gens proches. Tu peux nous parler de ton métier justement et ta passion du foot? Comment ça a commencé? Moi le foot j'ai commencé à l'âge de 6 ans, où à l'époque, à cet âge-là, il n'y avait pas d'équipe comme aujourd'hui. Donc, et puis à l'époque, tu étais petit mais tu jouais avec les grands. Donc tu vois, ça te formait en tant que sportif, mais ça te formait en tant qu'homme. Parce que les grands, ils s'en foutaient que tu aies 6 ou 7 ans. Quand ils avaient 13 ou 14 ans, s'il fallait te mettre un coup de pied, ils te le mettaient, tu vois. Voilà, donc j'ai eu la chance d'être joueur professionnel de 1983 à 1992. Après, j'ai arrêté très tôt, à 27 ans et demi, parce que j'ai eu des blessures à répétition et ça m'avait un peu miné. Donc j'en avais un peu ras-le-bol. J'ai enchaîné tout de suite comme entraîneur. Donc je suis entraîneur de foot depuis 1993. Donc j'ai fait ça en France pratiquement. Je suis parti du plus bas niveau amateur. J'ai entraîné jusqu'en Ligue 2 en France. Et après je suis parti, grâce à José Anigo, je suis parti en Tunisie. Après on est parti encore ensemble en Grèce. Voilà, donc j'ai eu la chance de... En fait, je dis travail, mais en fait j'ai un grand luxe. Moi c'est que je vis de ma passion depuis 40 ans. Et ça c'est... Quand on a une passion et qu'on peut en vivre, c'est un luxe suprême. Donc moi c'est ça, mon grand luxe c'est ça. C'est ma vraie passion. Voilà, donc là j'ai 59 ans mais j'ai encore la passion et j'ai encore du peps. Donc on va essayer voilà, tant qu'on peut de rester là-dedans. Et c'était quoi les blessures qui t'ont fait arrêter? J'ai eu beaucoup de blessures musculaires, j'avais pas... Et puis le foot c'était différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui les gens ils sont suivis sur le plan individuel, il y a des structures qui sont mises en place, qui à 40 ans quand j'ai démarré n'existaient pas. Donc, et puis j'étais pas un exemple de sérieux, moi j'étais un bon vivant. Je le suis toujours, mais je veux dire, aujourd'hui ce qu'on faisait nous à l'époque c'est plus possible. Aujourd'hui, bon, même si
il y a quelques écarts et le Paris Saint-Germain est un bon exemple où bon, il y a des joueurs qui n'ont pas toujours la bonne attitude par rapport à ce que leur niveau demande. Mais nous à l'époque on mangeait n'importe quoi, on faisait la fête, on sortait, on ne dormait pas, donc c'est compliqué de durer. Puis quand on a 20 ans, quand on a 18 ans, on croit qu'on est un surhomme. Mais le corps humain, il est ainsi fait qu'à 27 ans, on m'a dit écoute mon pote, tu as tellement tiré sur la corde que maintenant il faut passer à autre chose. Donc c'est un peu dommage, j'aurais pu continuer plus longtemps parce que j'ai fini en première division et je pense que j'avais les qualités pour durer un peu. Mais je ne regrette pas parce que j'ai vécu beaucoup de vie en même temps, donc c'est voilà, faut pas regretter. Maintenant, c'est quoi le mode de vie idéal d'un bon joueur? Il faut vraiment qu'il prenne soin de sa santé, de ce qu'il mange. Non, mais ils ont un rythme infernal. Ils jouent souvent, quand ils sont dans les grosses équipes sur le plan européen, ils jouent pratiquement tous les 3 jours. Donc c'est compliqué de mener tout de front. Et si tu ne mènes pas tout de front aujourd'hui avec les exigences qu'ils ont, tu es blessé, tu n'as pas un bon rendement, c'est compliqué. Donc aujourd'hui le football c'est devenu un monde économique exceptionnel parce qu'il y a beaucoup d'argent qui circule, les joueurs ont des salaires certains mirobolants, mais après il y a des exigences. Donc on peut pas avoir une vie en dehors du foot qui n'aide pas à ce qu'on soit bon dans le foot. Voilà, donc c'est très compliqué. Et tes joueurs actuels, c'est toi qui gères ces aspects-là aussi, leur état d'esprit Ben moi je suis entraîneur de l'équipe nationale dès 15 ans. D'accord, donc j'ai une équipe nationale, ça veut dire que c'est des jeunes qui s'entraînent en club et que je récupère avec des stages. Bon là on vient de faire un tournoi international en Italie, donc c'est encore différent. Et puis bon ils ont 15 ans. Ouais. Ils sont pas encore tordus par le système. Tu les prépares à ça? Ouais, il faut essayer, mais sachant que l'Arabie Saoudite c'est aussi compliqué parce qu'ils ont une culture. C'est pas des gens qui ont une culture. Le Maghreb en général, c'est pas des gens qui ont une culture du travail. Malgré tout, j'ai vécu ça en Tunisie, j'ai vécu ça aussi au Maroc. C'est pas des travailleurs dans l'âme. Voilà. Donc il y a toute une culture à bousculer. Et en Arabie Saoudite, c'est encore aussi accentué par le fait qu'il y a beaucoup d'argent, souvent dans les familles, les Saoudiens. Et c'est dur d'arriver à motiver les jeunes pour essayer d'eux. Malgré tout, bon, on essaye, on n'y arrive pas trop mal pour l'instant. Mais l'Arabie Saoudite, que je découvre, quand on regarde la télé, on peut avoir une certaine idée. Mais je tiens à dire que c'est un pays gigantesque, bien sûr. C'est un beau pays, les gens sont gentils. Et le nouveau prince, il fait un travail remarquable dans l'ouverture d'esprit parce qu'aujourd'hui les femmes conduisent, il y a une équipe nationale de foot féminin. Ça bouge. Ça bouge fort. Ça bouge vraiment fort et il veut que ce soit d'ici 2030 le pays le plus visité au monde. Donc ils mettent d'énormes moyens parce qu'ils ont des moyens limités. Ils font des projets faramineux, il y a des endroits exceptionnels à voir et à visiter. Mais ils ont pas, je pense, ils ont un gros problème au niveau de l'organisation. C'est pas des gens qui sont bons dans l'organisation. C'est pour ça qu'ils prennent des gens de l'extérieur. Les choses vont très très vite là-bas. Donc je pense que dans les années à venir, ça va être un truc énorme qui va se passer. Est-ce que tu vois des points communs avec le Maroc ou des différences? Il fait chaud. À Riyad, bon là je prends l'avion ce soir pour rentrer chez moi. Souvent il fait 41, 42, donc ça commence à taper. Bon, c'est un pays musulman, donc avec tout ce que ça comporte. Il y a un peu de différence sur le plan humain. Je pense que les Marocains sont plus chaleureux d'abord. Premier abord, ils sont plus chaleureux. Les Saoudiens sont un peu plus, entre guillemets, distants, moins expressifs sur le plan de la communication. Mais c'est des gens, moi j'étais très agréablement surpris. Vraiment parce que quand on ne connaît pas et qu'on écoute les médias, on peut avoir une idée d'eux. Mais c'est vraiment un pays qui pour nous expats, ils nous donnent vraiment l'impression de vouloir s'ouvrir et ils font très attention à nous. Parce que je pense qu'ils veulent aussi qu'on véhicule une bonne image. Et tu partages ton temps entre le Maroc et l'Arabie Saoudite alors? Là, je suis venu pour les fêtes de Noël ici. Et je n'étais pas revenu depuis le 8 janvier. Tu vois. Donc en fait, je suis très peu ici. Parce que je bosse là-bas, ce qui est normal. Et là, je vais revenir début juillet pour justement finir mon dossier pour ma carte de résident qui, celle-là, va durer 10 ans. Donc celle-là, elle est importante. Et je pense que je vais rester un peu plus longtemps. Donc je resterai certainement 3 semaines à moi. Et puis après, je repars. Pour revenir sur le foot, tu peux commenter la prestation du Maroc dernièrement? Exceptionnel. Bon, nous, on était avec la direction technique, on était à la Coupe du Monde au Qatar.
avec la fédération saoudienne, bien sûr pour suivre l'équipe d'Arabie Saoudite. Donc, mais j'ai eu la chance aussi d'aller voir d'autres matchs, donc j'ai vu le Maroc, et puis moi je suis un supporter du Maroc, parce que je suis un Marocain d'adoption. Voilà, donc aujourd'hui le Maroc il a fait un parcours fantastique. En plus, nous, notre patron, la direction technique, c'est Nasser Larguet, qui est un Marocain. C'est lui qui a créé le centre, l'académie Mohamed VI à Rabat, et qui a fait un travail exceptionnel. Et dans l'équipe du Maroc, dans l'équipe nationale du Maroc, il y avait 5 ou 6 joueurs qui étaient passés par cette académie. Donc le fait qu'ils soient avec nous et que voilà, ça a fait des connexions très importantes. On était les premiers supporters du Maroc. Et le Maroc a fait des gros efforts aussi pour promouvoir le foot au niveau des jeunes aussi. Oui, mais je pense que cette académie, déjà, ça a été un truc exceptionnel. Nasser, il a fait un travail, c'est juste fantastique ce qu'il a réussi à créer. Tu peux nous dire ce que c'est? C'est un centre, c'est une académie en fait du roi, qui a été demandée par le roi, qui a été donc créée de toutes pièces par Nasser Larguet, qui est un Marocain qui a travaillé beaucoup en France dans les centres de formation, qui a été aussi à l'OM, qui a entraîné en première division, qui a fait un intérim, et qui est un formateur exceptionnel, tu vois, qui a fait de nombreux clubs en France avec un travail remarquable. Et le roi lui avait demandé il y a une douzaine d'années, 12-15 ans, de créer ce centre, cette académie à Rabat. Tu vois, pour essayer de rassembler les meilleurs jeunes marocains pour les faire travailler et pour après. Donc il a développé un système hyper performant. Ils ont sorti beaucoup de joueurs et en tout cas et en plus les installations sont dignes des clubs européens, quoi. Il y a tout sur place, c'est un truc magique. Vraiment. Si comme Bernard, tu as envie de t'installer à Marrakech, mais qu'il te faut peut-être un peu plus de temps et d'infos pour prendre ta décision, ça tombe bien, j'ai créé une formation spéciale pour toi. C'est une formation pour t'aider à réussir ton installation au Maroc. C'est le premier lien dans la description. Une question plus personnelle, tu vois si tu réponds pas. Quels sont les grands défis, les grands challenges que tu as eu dans ta vie, ou peut-être des choses difficiles que tu as dû surmonter? Tu sais, dans la vie, je crois qu'il n'y a personne qui échappe à quoi que ce soit. C'est compliqué et je pense que c'est impossible d'avoir une vie avec que des points positifs. Donc moi j'ai eu beaucoup de chance. Dans l'ensemble, si je fais le bilan, j'ai eu plutôt jusqu'à maintenant pas mal de réussite et plutôt une belle vie. Après j'ai eu des coups durs. La mort de ma mère, ça a été particulièrement compliqué parce qu'elle est morte d'Alzheimer. Et Alzheimer, il y a 2 morts en fait pour les gens qui ont Alzheimer. Enfin, moi je l'ai vécu comme ça. Moi ma mère est morte le jour où elle m'a plus reconnu. Ça a été une catastrophe pour moi parce que moi je suis d'une mère italienne, donc on a une mentalité fils unique. Donc je te laisse imaginer les rapports qu'on avait. Et quand ta mère, qui est la personne la plus importante de ta vie, elle te reconnaît plus, tu vois, c'est compliqué. Donc ça a été une catastrophe pour moi. Donc ma mère est morte ce jour-là pour moi. Et après elle est morte physiquement, mais quand elle est morte physiquement, ça a été plus un soulagement, tu vois, qu'autre chose. Ça a été le grand drame de ma vie. Après j'ai eu un père, qui je pense, je n'ai pas de nouvelles, mais qui est peut-être toujours en vie, mais qui est juste un mec horrible, je ne vais même pas l'appeler mon père, c'est juste un géniteur, tu vois. Mais c'est un mec que je souhaite comme père à personne. Voilà, c'est juste un mec pourri. Donc ça m'a aussi fait beaucoup de mal. Après j'ai un fils qui est extraordinaire, donc ça c'est une bonne chose. On a été séparés de sa mère, mais sa mère elle a fait un boulot au top et elle a été élevée dans les meilleures conditions possibles. Il est très équilibré et je suis très très fier de lui. Il vit en France? Il vit en France, mais bon, au mois de mars, il est venu ici, tu vois. Il est venu, moi je n'étais pas là, mais mon ami Hamid, il s'est occupé de lui, il est venu passer 4 jours avec sa copine. Et puis j'ai eu des trahisons d'amis, j'ai eu des gens qui sont comme des frères pour toi pendant 20 ans, 22 ans, et qui, quand tu te sépares, ils n'ont qu'une idée, c'est de vouloir baiser ta femme, tu vois. Donc voilà, tu vois, des histoires que tout le monde a, je pense, mais qui marquent. Qui marquent parce que moi je suis quelqu'un d'entier et quand je donne mon amitié, je la donne. Et après, être capable de faire des trucs comme ça, c'est pas top, tu vois. Donc mon ex-femme, c'était quelqu'un de bien, donc j'ai été au courant tout de suite. Mais par contre, parce que moi j'ai pas de frères et de sœurs.
Tu vois, donc l'amitié, c'est important. Et j'étais vraiment, c'était comme mon frère, ce mec. Et quand j'ai appris ça, j'ai eu du mal à m'en remettre. Mais bon, c'est passé, et puis je suis passé à autre chose. Donc on a tous des coups durs. J'ai eu la chance, touche du bois, de ne pas avoir de problème de santé grave. Bon, des opérations, mais dû au foot, donc ça c'est rien du tout. J'ai pas de problème de santé majeur, je suis plutôt en bonne santé. Et puis voilà, et puis je te dis, j'ai quelques amis, vrais amis sûrs, pas beaucoup mais des vrais. Et puis j'ai une femme aujourd'hui, voilà, qui m'a beaucoup équilibré, qui m'a beaucoup calmé et qui fait partie de, voilà, qui aide à ce que je sois bien dans ma peau. Donc ça aussi, quoi. Voilà, c'est un petit clin d'œil que je lui fais, mais elle m'a beaucoup aidé dans une période difficile parce que quand je suis arrivé en Grèce, j'étais entre la mort de ma mère, mon divorce, tout ça, c'était compliqué pour moi. Et elle a été là tout le temps, même dans des moments compliqués pour elle. Et aujourd'hui, elle mérite ce qu'elle a. Voilà, donc un grand merci à elle. Et c'est vrai que je suis dans une période de ma vie où je pense que je suis dans la meilleure période de ma vie. Alors c'est un peu con de dire ça, mais sachant que j'ai eu la chance de vivre beaucoup de bons moments. Je souhaite à tout le monde d'avoir la vie que j'ai eue parce que de par mon métier, de par la chance que j'ai eu de voyager, de connaître des gens, de fréquenter du monde, voilà, j'ai bien vécu, j'ai eu des belles maisons, j'ai eu des belles voitures, j'ai beaucoup profité de la vie, vraiment. Mais aujourd'hui, je pense que je suis dans le moment de ma vie où je suis le plus équilibré et le plus zen dans ma tête. Et je pense que le Maroc y a contribué. Je pense que ma venue au Maroc a aidé à ce que je sois dans cette... parce que moi, je suis plutôt insanguin, je suis plutôt nerveux. J'aime pas qu'on me marche sur le pied, je suis pas un bagarreur rien du tout, mais il faut pas trop m'embêter. Et en France, c'est compliqué aujourd'hui, parce que les gens, même quand ils sont contents de chercher la merde. Et ici, j'ai trouvé cette zen attitude, et l'addition entre le Maroc et ma femme a fait que je suis vraiment un homme bien dans ma peau. Voilà. Et toute la période Corona, t'as vécu ça où? Ben écoute, la première période, on était à Mohamedia. On a passé 4 mois et demi enfermés. Enfermés, parce que nous, on ne pouvait sortir que pour aller faire les courses. Et là-bas, il y avait des mecs dans les parcs avec des... C'est pas la France, hein. Ils avaient des hygiaphones, tu vois. Et dès que tu sortais, si c'était pas pour aller au supermarché à 100 mètres de chez toi, il y avait la police qui t'embarquait, tu vois. Mais finalement, on a bien vécu. Bon, on a beaucoup mangé, parce qu'en fait, l'activité principale, c'était les recettes de cuisine. Ouais. Donc on a beaucoup mangé. On a pris quelques kilos qu'on a perdu depuis, mais non, c'était compliqué. Mais finalement, ça s'est passé. Ta vision, tes objectifs pour le futur, c'est quoi? Écoute, c'est continuer à faire ma passion. Tant que j'ai le feu sacré et que j'ai ça en moi, je pense que j'ai encore pas mal de choses à transmettre dans le foot. J'ai pas l'ambition de rentrer en France pour le foot et pour la vie de tous les jours. Peut-être que je vais avoir la possibilité de rentrer un peu cet été, donc ça sera sympa de voir la famille proche et les amis proches. Et puis si j'ai pas la possibilité de rentrer cet été, ben, je verrai quand je peux rentrer. Mais non, moi l'objectif que j'ai, c'est de continuer à vivre de ma passion, continuer à améliorer ma qualité de vie au Maroc. Et puis voilà, quoi. Donc profiter pleinement de la vie. Voilà. T'as envie de découvrir encore plus le Maroc? Ah oui, bien sûr. Ouais, il y a plein de trucs à faire, il y a des milliers de trucs à faire ici, je peux pas tout faire. Faudrait plusieurs vies même. Ouais, mais j'en ai fait déjà pas mal de trucs, mais il y en a plein encore, il y en a plein à découvrir, tu vois. Donc, mais tout ce qu'on a fait aujourd'hui, les cascades d'Ouzout, c'est juste magique. Les régions comme Ouerghane, qui sont un peu retirées, et qui sont en même temps pas très loin ici, c'est à 60 km, mais tu es complètement dépaysé. Il fait 15 degrés de moins qu'à Marrakech, donc c'est sûr que l'été surtout c'est hyper agréable, tu as le barrage, tu peux te baigner, tu vois. Tu as des cascades, tu as plein de trucs à faire. Puis il y a le désert, il y a plein de trucs à découvrir, quoi. Il y a plein de grandes villes encore à découvrir. On va essayer de faire ça petit à petit, quoi. Et dans tout le Maroc, tu vois partout les jeunes jouer au foot, même sur des terrains vagues, enfin partout. Ouais, ben c'est... Ouais. Ça te fait chaud au cœur, toi, ça te fait plaisir de voir ça? Bien sûr, parce que ça reste ce qu'on appelait à l'époque le football sauvage. Moi, j'ai été élevé comme ça. Nous, on n'avait pas droit, quand tu allais à l'école, tu sais, je sais pas si tu as connu ça, on avait les préaux, tu vois.
Donc tu pouvais jouer sous le préau, mais tu pouvais pas jouer avec des ballons de foot. C'était interdit les ballons à l'école. Donc tu jouais avec des boules de Scott, tu jouais avec tout ce que tu pouvais trouver qui pouvait être assimilé à un ballon. Tu vois. Et ça a été très formateur parce que sur le plan de la maîtrise du ballon, quand tu vois les petits Marocains jouer sur des terrains vagues, c'est sûr que quand ils jouent sur des pelouses après, c'est un peu plus facile. Et c'est dommage que ce football de rue ait disparu dans beaucoup de pays. Tu vois. Donc, et je trouve que ça, c'est très formateur sur le plan technique, c'est très intéressant. Moi, je vois à côté de chez moi, il y a un terrain vague et ils sont toujours là chaque jour. Quoi. Ouais, et puis bon, après, il y a aussi un autre phénomène, c'est que sur le plan social, il y a beaucoup de gens pauvres. Et qu'un ballon, bon, quelque part, en bon ou en mauvais état, tout le monde peut se le procurer. Donc ça permet à tout le monde de jouer et ça coûte pas cher. Et voilà quoi, donc il y a aussi ce phénomène-là. Et est-ce que ça forge l'esprit à devenir un pro dans le futur par exemple? De démarrer par... Il y a un facteur qui est déterminant, c'est quand tu veux réussir quelque part, je pense dans le foot ou dans la vie, il faut avoir faim. Il faut avoir faim. Tu vois. Quand je dis il faut avoir faim, oui, il faut avoir de l'ambition et il faut être capable de mettre tous les moyens qu'il faut pour atteindre tes ambitions. Tu vois. Et c'est vrai que dans des pays entre guillemets pauvres, tu vois, où la misère existe, parce qu'il faut dire aussi que la misère existe au Maroc. Voilà, comme la misère existe en Tunisie, en Algérie. Bon. Il y a tout. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que ça, des fois, ça décuple les motivations parce que souvent ces gens-là, ils peuvent sauver des familles entières. Le fait de se sortir socialement un peu d'eux, moi je l'ai connu à Mohamedia. Quand j'entrais les Mohamedia, il y a des jeunes qui, grâce au football, faisaient vivre 7 ou 8, 10 personnes de la famille. Bon, donc c'est aussi une motivation. C'est aussi une motivation. Après, il faut que la motivation elle soit bien canalisée. Parce que le problème de ces jeunes, c'est que souvent ils n'ont rien. Et quand ils commencent à gagner un peu d'argent, qui ne sont pas des sommes énormes par rapport à l'Europe, mais qui sont des sommes importantes par rapport au Maroc, parce que je crois qu'ici le SMIC c'est 2500 dirhams, un truc comme ça veut dire 250 €. Quoi. Ouais. Donc si un gamin il gagne par exemple 1500 €, bon, ce qui est rien, si on parle de la France, mais qui pour ici c'est 6 fois le SMIC. Quoi. Bon, ça peut tout de suite, soit c'est bien interprété, soit il peut tout de suite aussi avoir l'idée de venir à Marrakech faire la fête, d'acheter une voiture et puis voilà quoi. Son ambition elle s'arrête là. Donc c'est aussi un peu compliqué. C'est aussi un peu compliqué. Ce qu'on voit aussi au Maroc se développer de plus en plus, donc, dans les villes et même dans les campagnes maintenant, c'est des terrains, tu vois, protégés par des filets, des structures. Ouais, bien sûr. Ça bouge beaucoup à ce niveau. Il y a beaucoup de foot à 5. Là où il y a aussi, hier j'ai rencontré en bas là, de chez moi un Suisse aussi qui est venu s'installer ici depuis 4 ans et qui va sortir, qui va faire des paddles. Donc, ça aussi c'est en explosion partout. Non, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et ça c'est intéressant, ça peut donner aux jeunes la possibilité d'avoir des structures un peu plus intéressantes pour s'épanouir. Même dans des lieux très reculés, genre dans les montagnes, ils commencent aussi à installer des terrains de foot, tu vois. Ouais, mais parce que ça veut dire que le roi il a aussi à l'idée de donner la possibilité aux gens très reculés d'avoir un minimum de structure pour pouvoir jouer, quoi. Ça c'est aussi tout à son honneur. Donc la génération actuelle de jeunes, il y aura un potentiel aussi pour le futur. Tu sais pas comment ça se passe, les générations. Tu vois. Ce qui est sûr, c'est que pour former un jeune, il faut beaucoup de temps. Il faut des bons éducateurs, il faut du sérieux de leur part, des bons comportements. C'est une addition de plein de choses. Tu vois. Tu vas prendre 1000 jeunes qui jouent au foot et il y en a peut-être 3 ou 4 ou 5 qui vont sortir, qui vont devenir professionnels. Le pourcentage, il est réduit. Tu vois. Voilà. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Et c'est quoi les qualités d'être un bon entraîneur? Je pense qu'il faut d'abord être capable de fédérer, parce que quand tu fais un sport collectif, et le mot le plus important c'est collectif. Donc si tu n'es pas capable de créer un collectif, tu ne crées pas d'équipe. Et si tu ne crées pas d'équipe, tu ne peux pas avoir de résultats. Voilà. Paris par exemple est un exemple. Je ne dis pas ça parce que je suis Marseillais, parce que si tu veux voir du football et des stars, effectivement tu es plus tenté de regarder Paris que Marseille, même si Marseille fait une très grande championnat cette année.
Mais il faut d'abord être capable de créer un collectif, être juste, honnête, franc, et après avoir des compétences terrain, bien évidemment, bien évidemment. D'avoir la capacité à donner une culture football, à améliorer la technique, à améliorer la tactique, à améliorer la lecture du jeu, à améliorer beaucoup de choses. C'est pas évident, chacun a sa méthode, mais ce qui est sûr, c'est que si tu fédères pas, tu peux pas y arriver. Et tu peux fédérer par plusieurs voies. Tu peux fédérer par ton charisme, par ta personnalité, tu peux fédérer par tes compétences. Bon, après, l'idéal, c'est d'avoir les deux. Si tu as du charisme et que tu es compétent, tu as peut-être plus de chance. Mais il y a des entraîneurs qui n'ont pas obligatoirement des grandes compétences tactiques, par exemple, mais qui sont des grands fédérateurs, des grands rassembleurs. Et avec ça, ils amènent les gens avec eux. Et je pense que c'est capital, ça. Être capable d'amener les gens avec toi, les gens derrière toi, tu vois, parce que c'est la première condition de créer un vrai état d'esprit d'équipe. Si tu n'as pas ça, les autres considérations, elles ne valent rien. Et là, avec le mondial et l'équipe du Maroc qui a bien performé, on a découvert aussi un entraîneur exceptionnel là, qui est avec eux. Ouais, ben c'est l'exemple, voilà, ça image exactement ce que je viens de dire. Voilà, c'est un ancien joueur de foot qui a une sensibilité foot, qui a été capable de mettre derrière lui des joueurs, de leur faire passer un vrai message. Parce que le footballeur marocain aussi, c'est ce que je disais, le footballeur maghrébin en général, c'est pas des grands travailleurs, c'est pas des grands. Ok. Et là, il a fait une équipe. Il a fait une équipe où tout le monde courait, où tout le monde travaillait, où tout le monde attaquait, où tout le monde défendait. Parce que le talent, ils ont. Le Maroc est un pays de talent. Ils ont le talent. Comme l'Algérie a le talent, comme la Tunisie a le talent. Après, si tu ne crées pas une équipe, si les joueurs ne jouent pas les uns pour les autres et ne courent pas les uns pour les autres, tu ne peux rien avoir. Donc la grande réussite du coach marocain, ça a été ça, ça a été de créer ça. Parce qu'il avait le talent, mais il en a fait une équipe. Et ça, c'est chapeau. Et toi, dans ta carrière d'entraîneur, c'est quoi tes anecdotes ou tes meilleurs moments que tu as vécu? Ça fait 30 ans, donc je pourrais t'en sortir des kilos. J'ai d'extraordinaires souvenirs dans le foot amateur parce que moi j'ai été formé et je me suis fait dans le foot amateur. Et je trouve que c'est une grande chance pour moi parce que le foot amateur c'est la vie. Tu as toutes les problématiques que tu as plus en professionnel. Moi je peux parler parce que j'ai fait les deux. Tu vois, j'ai été entraîneur professionnel, j'ai commencé par le foot amateur et dans le foot amateur tu es directement lié à la réalité de la vie. C'est-à-dire que les joueurs ils bossent pour la plupart, ils viennent s'entraîner le soir, donc c'est pas leur... même si aujourd'hui en France il y a des niveaux National 3, National 2 où les joueurs ont des contrats fédéraux, même s'ils ne gagnent pas des fortunes. Mais sinon, dans le club amateur de district, tout ça, où moi j'ai commencé, les joueurs ils bossent. Voilà, et c'est pas parce qu'ils gagnent 100 ou 200 ou 300 euros par mois que ça va, c'est pas leur boulot. Donc il faut avoir la capacité à les faire entraîner, mais en leur donnant du plaisir, parce que si tu fais venir le mec pour courir autour d'un terrain, tu vois, à un moment donné il va te dire dis-moi, j'ai autre chose à faire. Tu vois. Si tu prends des décisions qui ne sont pas justes, tu es confronté directement physiquement aux joueurs, parce que le mec il vient te voir dans le vestiaire et te dit dis-moi. Et ça peut mal finir, surtout dans le sud. Tu vois. Donc ça te permet à toi en tant qu'entraîneur de te forger une voie et d'être capable d'avoir une ligne de conduite. Voilà. Et ça, après quand tu vas dans le monde professionnel, pour moi ça a toujours été facile le monde professionnel à gérer. Ça a toujours été facile. Grâce à ça. Ben oui, bien sûr, grâce à ça, et puis tu n'as plus ça. Les mecs c'est leur métier. Et des fois, ils gagnent beaucoup d'argent. Tu peux mettre des choses que c'est compliqué de mettre en place dans le foot amateur. Tu vois. Pour moi, le foot amateur, ça a été une fantastique expérience et ça m'a aidé de manière extraordinaire. Extraordinaire, parce que justement, tu es confronté aux hommes en permanence. Et tu fais coach, tu fais assistance sociale, des fois tu fais banquier parce qu'ils n'ont pas d'argent, c'est toi qui leur avances, des fois tu leur trouves des avocats parce qu'ils font des conneries et ils partent en prison. Tu es confronté à tout ça, tu vois. Et tu restes dans la réalité. Et après, des fois, le foot pro, tu n'es plus dans la réalité. Enfin, les joueurs, en tout cas, ils n'y sont plus, tu vois. Et c'est un peu compliqué à gérer. Et surtout dans le foot amateur, enfin, moi je te parle aussi, bon, ça où est le foot amateur. Il faut, comme la période, comme le monde. Moi, quand j'ai commencé dans le foot amateur il y a 30 ans, tu
Tu avais affaire à des hommes, je parle des joueurs. Tu n'avais pas besoin de développer, de dire il faut jouer en équipe, tout ça. C'était acquis ça. C'était dans leur mentalité. Aujourd'hui, ça a changé, même en amateur. Tu vois. Le foot, en fait, c'est devenu un sport individuel. Et comme en amateur, ils regardent beaucoup le monde professionnel, il y a des fois des identifications qui leur font un peu tourner la tête. Tu vois, ils perdent un peu les pédales et ils se prennent pour ceux qui ne sont pas. Mais le foot, aujourd'hui, le monde professionnel, c'est devenu un sport individuel. Ils gèrent leur carrière, ils gèrent leur contrat. Tu vois ce que je veux te dire. L'esprit d'équipe, c'est compliqué à développer. Alors qu'avant, c'était un acquis. Ouais, moi, j'ai eu la chance de jouer dans des équipes professionnelles, que ce soit à Sète ou à Toulon, où c'était des clubs avec beaucoup de tempérament. Et les entraîneurs, ils n'avaient pas besoin de le motiver. Hein. Tu vois, parce que c'était un fait. Tu jouais pour ta famille quand tu étais avec ton équipe. Aujourd'hui, des fois, c'est compliqué de faire comprendre qu'il faut courir pour ton copain. Quoi. Voilà. Oui, il y a des bagarres d'ego aussi. Non, mais bon, après quand tu vois les salaires aujourd'hui qui circulent, tu vois, c'est compliqué. Et puis bon, il y a deux trucs qui pour moi on peut entamer le foot. La première, c'est les agents qui sont arrivés, qui ont commencé à arriver dans les années 90 et qui pour moi ont pourri la mentalité foot. Et après, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Alors bon, c'est bien, mais ça ne développe pas la personnalité, ça, les réseaux sociaux. D'accord. Ça veut dire, les réseaux sociaux, c'est un truc où tu peux faire passer des messages sans qu'on te voit. D'accord. Où tu peux faire des commentaires sans qu'on te voit. Mais c'est les lâches qui font ça. Moi, je suis sur zéro, j'irai, moi, j'ai pas Facebook, j'ai pas Instagram, tout ça. Moi, si j'ai merde à te dire, je vais te le dire, en figure. Et ce qui me gêne, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mal qui est fait, quel que soit le domaine, par les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui se tuent, il y a des gens... par des lâches. Par des lâches, parce que des gens, ils envoient des messages. Et je trouve que c'est le mauvais côté de la société d'aujourd'hui. Alors, on ne développe pas l'être humain. D'accord. On ne développe pas la communication, on ne développe pas le caractère, on ne développe pas la personnalité. Donc, et ça me gêne beaucoup. Donc, je suis un peu en décalage avec ça. Ça ne fait que s'accélérer là. Non, mais je te dis, moi, je ne suis pas de ce monde-là et je ne veux pas y être. Je ne veux pas y être. Voilà, moi, je suis quelqu'un, si j'ai quelque chose à dire, je le dis, mais je ne vais pas t'envoyer un message privé. Je vais te dire, voilà, je t'aime pas, je vais te le dire. Voilà, au moins, tu le sais. Voilà. Ou je t'aime, je vais te le dire aussi. Mais j'aime pas tout ce fonctionnement de cette ère moderne. Alors, il peut avoir des avantages. Certains disent qu'il y a des avantages. Ok. D'accord. Ça, c'est un... Ok, là, tu fais un reportage et on critique personne. D'accord. Ça va servir. J'espère que ça va servir à des gens. Mais moi, je sais pas. Moi, je me verrais pas t'envoyer un message ou envoyer un message à quelqu'un de manière anonyme comme ils font, en critiquant pourquoi il est coiffé, parce qu'il est gros... parce qu'il gagne trop d'argent, ou parce qu'il est trop petit, ou parce qu'il est arabe, ou parce qu'il est italien. Je ne peux pas faire ça, moi. C'est pas moi. Et il y a des gens qui sont spécialistes de ça. Tu vois. Par contre, quand tu les croises dans la rue après, tu vois, ils s'échappent. Ouais. Et c'est ça qui me gêne. C'est le reflet aussi de cette nouvelle génération. Oui, tout fonctionne comme ça. Nous, on n'avait pas les portables, tout ça. Et souvent, je dis, moi, ça fait un peu un signe combattant, tu vois. Mais je te dis sincèrement, on vivait mieux. Parce qu'on communiquait. Tu vois. Voilà, on communiquait. Moi, quand je parlais de mon contrat, j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans, je parlais avec un président qui en avait 60, et j'avais pas d'argent, il n'y avait pas d'argent. Il fallait que tu défendes ton beefsteak. Ok, le mec, il en a 60, il en a 20. Et il faut que tu aies tu comprends, il faut que tu aies du caractère pour défendre ton beefsteak. Tu vois, pour qu'il t'augmente. Bon, si aujourd'hui, ils sont les pieds en éventail à Miami, et l'agent, il discute avec le club, et il appelle et dit non, mais écoute, téléphone-moi plus tard parce que je finis mon cocktail. Tu développes pas les hommes. Tu comprends? C'est que des assistés. Tu crées des assistés. Et c'est pas comme ça que tu fais avancer la société. Voilà. Et ces réseaux sociaux se développent de plus en plus, et ça fait beaucoup de mal. Moi, je trouve, bon, je ne suis pas le seul, tu dois le savoir, parce que quand tu regardes la télé, combien de problèmes il y a à cause de ça? Des gens qui meurent, des gens qui se suicident, des enfants qui se pendent, parce qu'à l'école, on leur a fait des trucs sur je ne sais pas quoi, quel réseau. C'est un truc de fou, ça. En fait, c'est un merveilleux outil
dans un sens et ça peut être très destructeur dans l'autre, tu vois. Oui, je te dis, nous on n'avait pas, le portable n'existait pas. Donc quand tu voulais faire passer un message, soit tu avais ton téléphone fixe, soit tu allais au café du coin, tu disais, oh, quand il passe, tu dis qu'il faut qu'on se voit. Ça crée, tu vois, de la vie, ça crée des liens. On écrivait des lettres aussi. Non, mais, ouais, tu écrivais, tu parlais, tu faisais que ça. Tu vois, tu t'asseyais un café, tu buvais un café, tu refaisais le monde. Aujourd'hui, même les gens qui sont au restaurant, même les couples au restaurant, ils ont chacun leur téléphone et je ne sais pas ce qu'ils font. Donc, tu fais quoi? Tu vois, moi j'ai mon fils, il a 31 ans, et quand il avait mon table, il n'a pas le téléphone. Pourtant, c'est un spécialiste. Mais voilà, j'ai dit que le téléphone, tu le laisses. Quand tu n'avais papa, c'est bon le téléphone. Voilà, c'est bon, tu le temps. Voilà. Et c'est devenu une drogue pour beaucoup de jeunes. Non, mais c'est même pas ça. Si tu vois des petits de 2 ans, ils s'amusent avec les iPhones. C'est les Et parents. ils sont plus forts que moi. Parce que moi, tu me donnes un iPhone, je ne sais même pas l'allumer. Hein. Tu vois, voilà, donc... Les parents sont responsables aussi. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, si tu n'as pas ça, tu es nul. Tu vois, si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu es nul. Non. Non. Et bon, je te cache pas que... Après, quand tu vois la promotion de tous ces gens là, de la télé qui, grâce aux réseaux sociaux, gagnent des fortunes, tu vois. Parce que je ne sais pas comment ça fonctionne, parce qu'il y a des millions de vues, donc tu récupères des royalties ou je sais pas. Il y a des gens qui ont fait des fortunes grâce à ça, quoi. Tu vois, moi, j'ai rien contre personne, hein, bravo, hein, moi je suis pas jaloux. Mais quand tu vois les Nabila, quand tu vois tout ça qui gagnent aujourd'hui des millions d'euros par an, quand tu sais d'où elle part, tu vois, avec la réflexion qu'elle fait à Defrane dans son émission, là, et qu'aujourd'hui c'est devenu une star, je te pose des questions quand même, tu vois, sur la valeur des choses. Sur la valeur des choses. Quoi. Donc, compliqué. Et il y a beaucoup de gens aussi qui critiquent les salaires des joueurs pros. C'est quoi ton regard là-dessus, toi, et qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Moi, je vais te dire un truc, c'est que personne ne met un fusil sur la table des présidents. Il n'y a aucun joueur qui arrive avec un fusil pour dire au président, je veux ça. Donc si ils ont ça, c'est qu'on leur a donné. Et là, on revient encore aux agents. D'accord? Après, je trouve que, si tu veux mon opinion, je trouve que c'est très exagéré. Et dans le monde dans lequel on vit, c'est un peu déplacé. Tu vois? Moi, je suis admirateur de gens qui sauvent les vies. Je suis admirateur de gens qui inventent des trucs. Tu vois? Des grands chirurgiens, des chercheurs. Tu vois? Alors ça, je suis admirateur. En comparaison, ils ne gagnent rien. Tu vois? Donc après, le foot, c'est devenu un spectacle. C'est devenu un monde économique où il y a beaucoup d'argent qui part dans un sens et dans l'autre, où beaucoup de personnes gagnent beaucoup d'argent. Donc c'est devenu un système. Et dans ce système, ben, les joueurs, ils en profitent. Donc il ne faut pas les critiquer parce que c'est pas eux qui ont créé ça. Tu vois? Mais malgré tout, même si je gagne ma vie grâce à ça, je trouve qu'il y a des sommes qui sont un peu démesurées. Parce que le système fait générer énormément d'argent. Ah non, mais tu sais, quand tu vois Messi bon, qui arrive à Paris, et tu dis, putain, il va gagner 4 millions par mois, tu vois. Mais il en rapporte 10. Tu vois, donc ça, tu vois, il a fait vendre 1 million de maillots au Paris Saint-Germain, à 130 € le maillot, ça fait 130 millions. Hein. Tu vois, bon, donc s'il a coûté 50 dans l'année, il en a fait gagner 80. Tu vois? C'est ça le contexte qu'il faut aussi rappeler. Oui, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est pas toujours... Mais malgré tout, c'est démesuré. Voilà. Ouais. Quand je pense qu'on gagnait nous à l'époque en première division, moi j'ai fini ma carrière. Bon, même si j'ai arrêté ma carrière plus tôt et j'ai résilié mon contrat parce que j'étais blessé, mais j'ai fini ma carrière, je gagnais l'équivalent de 10 000 € par mois. Hein. 10 000 € par mois aujourd'hui, ils ont 16-17 ans, ils gagnent 100 000. Donc, tu vois, voilà. Et puis le problématique, c'est qu'après, ils sont dans un monde à eux, si tu veux, où ils sont déconnectés de la vie normale. Tu vois? Enfin, nous, on a bu un café en bas, tranquille. Eux, s'ils boivent le café, ils peuvent prendre un hélicoptère et dire tu vas aller boire le café à Casa? Viens, on prend l'hélicoptère, on va boire le café à Casa. Tu vois, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Moi, je critique pas, mais je trouve que voilà, par rapport à tout ce qui se passe autour, c'est un peu démesuré. Et pour terminer, est-ce que tu as un message qui te tient à cœur ou des choses que tu voulais
Partage. On était là pour parler du Maroc, après on a parlé d'autres choses qui étaient intéressantes, mais voilà, moi je vous dis, voilà, la vie au Maroc elle est juste extraordinaire. Les gens sont fantastiques. Puis à Marrakech, il y a des gens sérieux qui sauront bien vous accueillir et qui sauront bien vous conseiller et qui, quel que soit le domaine, feront en sorte que votre séjour sera une magnifique aventure. Tu recommandes Marrakech comme destination et pour y Oh, vivre? il y a plein d'endroits dans le Maroc. Après, chacun trouvera son bonheur. Ouais. Après, moi, je parle de Marrakech, c'est ce que je connais le mieux. Et je trouve que c'est une ville où on peut trouver son bonheur partout. Voilà. Quels que soient nos moyens. Moi, ce que je conseille, c'est si vous avez la possibilité, acheter quelque chose. Ça va vous dédouaner d'avoir des loyers, même s'ils ne sont pas faramineux par rapport à la France, ça fait rien. Si vous avez une petite retraite ou si vous n'avez pas des moyens colossaux, si vous avez 4 sous, achetez, vous n'êtes pas obligé c'est pas obligé de coûter très cher. Là, j'ai un ami, je te le disais tout à l'heure, qui a acheté un appartement tout neuf derrière la gare, dans un projet tout neuf. Il a payé 88 mètres carrés, il a payé 90 000 euros, je crois, un peu moins, tout neuf. Donc c'est pas des sommes colossales. Et ça peut vous permettre après, si vous n'avez pas des grosses rentrées d'argent, de bien vivre. Voilà. Donc, puis vous avez une. Ou de le faire louer. Oui. Après, il y a des gens qui ont des vrais moyens, qui font des gros projets, qui achètent des grosses maisons, ou qui achètent plusieurs choses pour avoir des rentrées d'argent locatives. Et puis bon, là, c'est notre ami Mehdi. Il est bien placé, tu feras passer, je pense, ses coordonnées. Ouais. C'est un spécialiste de ça. Mais sinon, sinon, vous avez comme je te disais tout à l'heure, Marrakech, c'est intéressant parce que vous mettez le curseur où vous voulez. Si vous voulez manger pour 5 euros par jour, vous pouvez. Et si vous voulez manger pour 500 euros par jour, vous pouvez aussi. Voilà. Donc chacun trouve son bonheur. Voilà, dans un bon climat, dans une zen attitude et dans une qualité de vie exceptionnelle. Si tu as envie de t'installer au Maroc pour lancer ton projet pro, j'ai créé une mini-formation pour toi. 7 conseils pratiques pour réussir ton installation au Maroc. Tu recevras un conseil par jour dans ta boîte email durant 7 jours. Clique sur le premier lien en description pour recevoir ton premier conseil dès maintenant.